Imaginez-vous roulant à grande vitesse sur une autoroute, regardant dans votre rétroviseur et apercevant une semi-remorque de 40 tonnes fonçant sur vous sans aucun camion attelé. Au milieu des années 1980, sur l'autobahn allemande, ce n'était pas une hallucination, mais une réalité. Il s'agissait du Steinwinter Supercargo 2040, une machine conçue pour bouleverser l'industrie mondiale du transport. Avec seulement 1,17 m de haut, soit la même hauteur qu'une Lamborghini Huracan, ce véhicule de remorquage expérimental était pourtant conçu pour tracter des conteneurs maritimes de capacité maximale à travers les continents. Il représente l'une des réinventions les plus radicales et audacieuses jamais tentées dans le domaine du transport lourd. Fort de la puissance mécanique de Mercedes-Benz, il promettait de transformer durablement la façon dont les entreprises de logistique acheminent les marchandises. Aujourd'hui, cette incroyable machine a disparu des méandres de l'histoire automobile, ne laissant derrière elle qu'un prototype unique en ruine et un profond mystère. Pour comprendre le destin de ce supercar camion allemand, il faut dépasser son esthétique futuriste et examiner les contraintes techniques et législatives qui ont finalement conduit à sa disparition. Pour comprendre la naissance du supercargo, il est essentiel de se pencher sur la réglementation stricte qui encadrait le transport routier européen à la fin du XXe siècle. Dans les années 1970 et 1980, la législation européenne imposait une limite stricte à la longueur totale d'un véhicule utilitaire, mesurée du pare-choc avant du tracteur jusqu'aux portes arrière de la remorque. Avec ces contraintes, chaque mètre consacré à la cabine du conducteur était un mètre volé à l'espace de chargement. Il en résultait un conflit entre volume maximal et confort du conducteur. Les camions conventionnels, avec leur imposant capot moteur, étaient particulièrement inefficaces dans ce système. Même les modèles à cabine avancée, bien que plus courts, occupaient une place considérable. Un ingénieur automobile de Stuttgart, Manfred Steinwinter, s'est penché sur ce problème structurel et a eu l'idée d'exploiter l'espace inutilisé sous la cabine plutôt que de la placer devant le chargement. Le concept de Steinwinter, baptisé cabine sous le châssis, consistait à abaisser complètement la cabine du conducteur au niveau du châssis et à la glisser sous le porte-à-faux, avant d'une remorque, spécialement conçue. L'encombrement au sol du tracteur traditionnel disparaissait ainsi. Les gains logistiques immédiats de cette configuration furent stupéfiants. Dans un secteur où les marges bénéficiaires se jouent au centimètre près, le supercargo augmentait le volume de fret utile de 18%. Il offrait une plateforme de chargement continu de 18 mètres, soit une capacité de transport totale de 150 mètres cubes. Un seul transporteur pouvait ainsi acheminer près de 20% de marchandises supplémentaires par trajet sans dépasser les longueurs autorisées sur les routes. La modularité de la plateforme était tout aussi révolutionnaire. Le tracteur à plateau pouvait servir d'attelage pour un semi-remorque classique, transporter un conteneur maritime directement sur son dos, comme un plateau rigide, ou encore être intégré au châssis d'un autocar de tourisme de luxe grande capacité. L'ingénierie nécessaire à la réalisation de ce concept radical a nécessité une rupture totale avec les méthodes de fabrication classiques des poids lourds. Steinwinter a construit le châssis à partir d'un cadre modulaire renforcé et a équipé le véhicule d'une suspension pneumatique intégrale sur les deux essieux, d'un différentiel autobloquant de pointe et d'un système de freinage anti-blocage, ABS. Une technologie de pointe pour le début des années 1980, pour propulser un véhicule de 40 tonnes depuis une plateforme à quelques centimètres du sol. Steinwinter a intégré un groupe motopropulseur d'une puissance phénoménale. Sous la carrosserie basse se cachait un moteur diesel Mercedes-Benz OM 422 V8. Ce puissant 8 cylindres développait 400 chevaux et un couple impressionnant de 2100 Nm. Cette énergie colossale était transmise par une boîte de vitesse manuelle ZF à 16 rapports qui acheminait la puissance directement à un unique essieu arrière moteur renforcé. Lors de sa présentation au Salon de l'Automobile de Francfort en 1983, le prototype final ressemblait à un vaisseau spatial posé sur le sol de l'exposition. Arborant des couleurs éclatantes, un cockpit panoramique en verre ultra large, des sièges sport encastrés et un système de climatisation intégré, il a captivé l'imagination du public. Sur le papier, le véhicule était un chef-d'œuvre d'efficacité. En plaçant la remorque directement au-dessus du tracteur, l'important espace aérodynamique entre la cabine d'un camion traditionnel et sa remorque était totalement éliminé. Ceci réduisait drastiquement la résistance de l'air turbulente, promettant d'immenses économies de carburant pour les entreprises de transport longue, distance sur des millions de kilomètres parcourus. Les principaux fabricants de composants et de remorques, dont Schmitz Cargo Bull, ont apporté leur soutien au projet. Il semblait que l'ingénierie allemande avait réussi à redéfinir les règles du transport routier. Mais la véritable épreuve d'un véhicule de transport ne se déroule pas sous les projecteurs d'un hall d'exposition. Dès les premiers essais en conditions réelles sur autoroute du prototype unique, les défauts de conception radicaux du concept de cabine sous le châssis ont commencé à se manifester sous de lourdes charges. Le problème le plus immédiat et critique concernait la gestion thermique. Sur un camion commercial classique, l'imposant radiateur et la grille de refroidissement sont placés verticalement à l'avant du véhicule,
absorbant directement le flux d'air à grande vitesse pour refroidir le bloc moteur. Sur le supercargo, le profil avant ultra bas supprimait complètement cette surface verticale. De plus, le moteur étant coincé juste derrière la cabine basse et entièrement recouvert par l'imposante remorque en porte-à-faux, la chaleur ne pouvait pas se dissiper naturellement vers l'extérieur. L'imposant moteur V8 Mercedes était en quelque sorte emprisonné dans une capsule métallique horizontale confinée. Lors de longues montées soutenues, le groupe motopropulseur subissait une surchauffe catastrophique, car les systèmes de refroidissement ne pouvaient tout simplement pas faire circuler suffisamment d'air frais à travers la grille du radiateur pour dissiper l'énorme énergie thermique générée par 40 tonnes en mouvement. Au-delà du compartiment moteur, l'intérieur de la cabine présentait un tout nouvel ensemble de problèmes critiques en matière de sécurité d'utilisation et d'ergonomie pour le conducteur. Le moteur étant monté directement derrière la tête du conducteur, le bruit et les vibrations dans le cockpit étaient assourdissants. Malgré l'installation par Steinwinter de plusieurs couches d'insonorisation, la proximité du moteur diesel 8 cylindres en marche engendrait une fatigue extrême chez le conducteur lors des longs trajets. Les sièges sport profilés, bien qu'esthétiquement impressionnants lors des salons automobiles, imposaient au conducteur une position de conduite inclinée et basse, identique celle d'une voiture de sport haute performance. Si cette position est idéale pour la conduite sur circuit, elle est totalement inadaptée aux conducteurs de véhicules utilitaires qui doivent passer jusqu'à 10 heures par jour au volant, nécessitant un bon maintien du dos et une position de conduite surélevée pour éviter les douleurs dorsales. Importante. L'aspect le plus terrifiant des essais routiers était cependant l'absence totale de visibilité vers l'avant. Assis à un peu plus d'1 mètre du sol, le champ de vision du conducteur était aligné avec les pare-chocs arrière des voitures particulières et en dessous des protections anti-éclaboussure des autres véhicules utilitaires. Sous une pluie battante ou une neige abondante, le large pare-brise panoramique se recouvrait instantanément d'une épaisse couche de saleté, d'éclaboussures de pneus et de boue aveuglante, saturant les essuie-glaces et éblouissant complètement le conducteur. Plus grave encore, la position de conduite très basse empêchait les conducteurs de voir par-dessus ou à travers la circulation pour anticiper les freinages ou les dangers potentiels. L'imposante remorque reposant directement sur le poste de conduite créait également une barrière psychologique importante. Les conducteurs faisaient état d'un profond sentiment de claustrophobie et de vulnérabilité, conscients qu'en cas de collision frontale, il n'y avait pratiquement aucune zone de déformation entre leurs jambes et l'impact, tandis qu'une charge de 40 tonnes reposait juste au-dessus de leur tête. L'échec du projet Steinwinter Supercargo ne fut pas uniquement dû à des défaillances mécaniques, mais aussi à un changement brutal et inflexible de la législation européenne sur les transports. Alors même que le véhicule était en cours d'amélioration pour résoudre ses problèmes de refroidissement et de maniabilité, l'Union européenne a mis à jour son cadre juridique concernant les dimensions des véhicules utilitaires. Les autorités de réglementation ont constaté que les entreprises de transport privilégiaient le volume de chargement au détriment absolu de la sécurité et du confort du conducteur. Pour freiner le développement des cabines ultra courtes, la nouvelle réglementation a dissocié l'espace de chargement de la longueur totale, fixant une longueur maximale pour la remorque elle-même, indépendamment du tracteur. Du jour au lendemain, l'avantage économique fondamental du modèle Steinwinter s'est évanoui, puisqu'une cabine standard pouvait désormais tracter une remorque de dimension identique à celle d'un tracteur à cabine avancée. Les exploitants de flotte n'avaient plus aucun intérêt financier à acquérir une machine complexe, coûteuse et non éprouvée. Le financement du projet s'est tari presque instantanément. Mercedes-Benz a retiré son soutien technique et les fabricants de remorques ont abandonné leurs accords de développement conjoint. L'unique prototype, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, a été discrètement retiré de la circulation, vendu à des collectionneurs privés et laissé à l'abandon, se dégradant lentement dans une cour, témoin silencieux d'une époque d'ambition technique débridée. Aujourd'hui, les camions à cabine avancée et les camions conventionnels dominent toujours les routes du monde, prouvant que le succès à long terme de l'ingénierie des transports exige un équilibre absolu entre une efficacité de chargement maximale et la sécurité des personnes. L'invention de Manfred Steinwinter était brillante, audacieuse et extrêmement novatrice, mais elle a finalement échoué car elle oubliait l'élément le plus crucial de toute la chaîne logistique, le conducteur. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des géants disparus de l'histoire des transports, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les hautes technologies. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode et dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que le concept de cabine sous le châssis pourrait faire son retour à l'ère de la conduite autonome? Merci d'avoir regardé.